Un très grand merci à l'équipe que j'ai embêté jusqu'au bout, qui a téléchargé, câblé et puis organisé ces deux belles journées. J'en ai malheureusement raté une grosse partie, j'en suis navré pour les oratrices, les orateurs d'hier, de ce matin. En fait, je voudrais dédier cette communication à Emmanuel Jourda, qui nous a quittés mardi soir. Si vous avez lu un livre qui s'appelle Jeux de rôle, les forges de la fiction, il faisait partie des gens qui animaient la table Bagnolet. C'était par ailleurs un chercheur incroyablement érudit et exigeant en sinologie, si vous avez de l'intérêt pour l'histoire de la Chine, de l'Indochine, du Japon, etc. Lisez Emmanuel Jourda, grand bonhomme et grand rôliste, même si je dirais probablement personne ne le connaît. Jérôme, il a joué avec lui une soirée chez moi, ça fait un moment. Mais voilà, grosse pensée à lui. Alors, je ne suis pas juste venu pour flinguer l'ambiance, je suis aussi venu pour tirer sur des collègues. Ça ne se fait pas, surtout à Paris 13, qui est un peu l'endroit d'où est parti, je dirais, le gros des sciences du jeu. En fait, le motif de cette communication, donc sur pourquoi le jeu de rôle est analogique, vient d'un problème. Alors, ça n'est un problème qu'entre chercheurs, on pourrait se dire, mais ça a des répercussions plus larges. En fait, le jeu de rôle est une pratique interactive analogique. C'est dans Wikipédia, j'ai découvert ça en retravaillant le sujet. Donc voilà, dans la page Wikipédia, je suis cité comme le gars qui a dit que c'était analogique en 2014. Je suis super content parce que moi j'avais posé ça comme ça. Et puis c'est comme si 10 ans après, tu avais ton espèce d'ado barbu qui revenait en disant oh, papa. Donc ouais, c'est une très bonne nouvelle. Et le problème, c'est qu'entre-temps, en 2014, donc là je suis au bout de la chronologie, on repartira aussi à 50 ans pour savoir ce qui s'est passé en 74. Au bout de la chronologie, donc on a aussi toute une gamme de livres qui sont vachement bien, c'est pour ça que c'est très très gênant de tirer sur ces gens-là, c'est que c'est vraiment des copains, qui parlent de jeux analogiques. Le problème, c'est qu'ils en parlent comme si analogique, c'était simplement synonyme de non numérique. Genre, ça passe pas sur des machines, donc c'est analogique. Et là, on commence à avoir un sérieux souci. Parce que, pour les sciences du jeu, déjà c'est problématique de faire une coupure dans laquelle on a beaucoup de mal à placer certains jeux, ou plutôt certaines expériences ludiques. Puisque je peux avoir l'expérience du même jeu sous différents formats. Vous le savez, bien entendu, si je joue sur tablette, sur table, etc., ce n'est pas exactement les mêmes conditions d'engagement et de réalisation de l'expérience. Mais c'est surtout une question qui me semble très importante pour ce qui nous réunit aujourd'hui, sur la question du jeu de rôle, et notamment face aux différentes pratiques, aux différentes propositions éditoriales qui sont nées après l'invention du jeu de rôle et qui ont en commun d'avoir une grosse composante analogique au sens strict, au sens que je vais redéfinir. Alors pour les gens qui ont déjà un peu travaillé les sciences de la communication, ça va avoir un petit côté amphi de première année, j'en suis navré, mais il y a des choses qu'il faut rouvrir. C'est pas grave, je dirais, d'enfoncer certaines portes ouvertes quand quelqu'un ne les a pas défoncées depuis pas mal de temps. Donc il y a une clarification à faire. Et encore une fois, ça m'embête parce que ça va m'amener à remonter les bretelles avec des gens comme Greg Costiquian, pour qui j'ai une vénération absolue, à des personnes qui m'approchent en me disant « je travaille sur les jeux analogiques » et tout de suite je leur dis de quoi vous parlez exactement, et par ailleurs, bien entendu, on est tellement groupusculaire que ça a un côté un peu extrême gauche régressif, l'idée de, quand on est trois, déjà de commencer à faire une purge, quoi. Mais il y a un véritable enjeu, j'essaye de vous le démontrer. Je vais procéder en trois parties. Donc, le côté cours de com relou, ça va être la première. Le deuxième aspect, ça va être une reprise, on va repartir un petit peu sur le terrain, examiner une séquence de jeu
Château Falkenstein, pour ne pas le citer, le jeu réédité donc, par Jérôme Larrey et Coralie, évidemment, puisque j'ai découvert que son nom de famille, donc c'était Coralie, évidemment. Et donc, on repartira en deuxième partie sur le caractère analogique du jeu de rôle, et puis la troisième partie, on verra justement ce qui se passe avec les nouvelles pratiques, entre guillemets, ce qui se passe quand on joue sur Discord, ce qui se passe quand on joue à des story games, etc. La distinction analogique-digitale, si on repart dans les sciences de communication, rassurez-vous, ce sera le seul, on commence à la trouver 1951 chez Gregory Bateson. Donc Bateson, le pape absolu dans les sciences du jeu, celui qui a écrit une théorie du jeu et des fantasmes, etc. Il écrit donc avec Jürgen Rusch en 1951 les premiers topos qui vont mettre en avant la tension entre traitement analogique et digital du message. Digital, numérique, je sais qu'il y a un débat sans fin. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout de préciser ce que c'est qu'analogique. La distinction qui va nous intéresser n'est pas une question de support. Si vous passez de la musique pendant une partie, que vous soyez en train de passer un vinyle, en train de passer un CD, en train de faire fonctionner une petite enceinte, etc., ça ne devrait pas déclencher, normalement, on ne sait jamais ce qui va se passer autour d'une table de jeu, mais ça ne devrait pas déclencher un débat sur quel est le support qu'on est en train d'utiliser. Ce qui va être intéressant, c'est le type de musique que je suis en train de... Et s'il y en a un qui dit oui, mais tu l'as mis sur un vinyle, on va lui dire tu nous emmerdes. Essaye de voir plutôt quelle est la musique qui est en train de passer. Donc, c'est plutôt ce qui va se passer en termes de traitement du message. De la même façon, c'est un peu plus provocateur, mais dire que la distinction entre analogique et digital, c'est une question de savoir si c'est un plateau qu'on a posé sur une table ou si ça se passe sur l'écran d'un PC, c'est une approche un peu réductrice, pour rester poli, du processus de communication. En fait, il va y avoir, en sciences de la communication, une communication de nature digitale à chaque fois qu'on est sur quelque chose d'univoque. C'est-à-dire qu'il y a correspondance exacte entre les messages et les significations. Un message correspond à une signification. Si je vous donne mon code de carte bancaire, ce qui n'est pas dans mes projets, mais c'est a priori quelque chose de totalement univoque. C'est-à-dire si je me gourre d'un chiffre, on est coincé. La machine ne va pas dire « Oh, presque, vas-y, continue, t'es pas loin ». En revanche, si je veux être dans l'équivoque, je peux vous dire, par exemple, regardez le splendide mois de juin 2024 que nous avons. Évidemment, lorsque je suis en train de dire une phrase aussi floue, il va se déclencher quelque chose de très complexe, de beaucoup plus complexe dans votre cerveau, parce qu'en termes de traitement du message, on voit bien que cette phrase ne va pas de soi, surtout cette année. Il n'y a pas plus digital, il n'y a pas plus univoque qu'une partie de Go. Que vous soyez en train de la jouer sur la table de votre salon ou en train de la jouer sur votre téléphone. C'est-à-dire qu'on est sur un traitement des informations qui circulent sur le plateau qui est parfaitement univoque. Attention, c'est la communication ludique qui m'intéresse, c'est-à-dire ce qui se passe dans le gameplay. Je peux, en même temps que je joue au Go, raconter ma vie avec la personne, la sociabilité paraludique qui va faire en général tout le sel du jeu autour d'une table. Ça va être très souvent équivoque, mais ce qui intervient en termes d'actes de communication pendant le gameplay est totalement univoque. Pareil, si je suis en train de jouer au dé et que je joue au craps sans jouer à Hollywood, après si j'utilise le moteur du craps pour simuler ce qui se passe dans un jeu de rôle comme Hollywood, je n'ai pas pris cet exemple au hasard naturellement, je suis sur quelque chose de beaucoup plus complexe et proprement holistique, mais si je joue au craps pour jouer au craps, c'est complètement digital. Si je joue à un jeu de plateau, je vous recommande Brass Lancashire, bien entendu, ou à Terraforming Mars, ou aux Aventuriers du Rail, ou à n'importe quoi d'autre, on est dans une communication purement digitale. Je fais du game design, j'ai eu quelques jeux de société qui ont été édités, je vous promets que quand tu es en train de faire un proto et que ta règle n'est pas parfaitement univoque, tu la reprends parce que l'éditeur va te jeter. Et il aura raison. C'est-à-dire que s'il y a de l'équivoque dans une règle, ça ne va pas passer au niveau éditorial. Donc, on a plein
de jeux de plateau, plein de jeux traditionnels, plein de jeux de cartes qui sont en fait complètement digitaux dans leur fonctionnement. À l'opposé, l'analogique, ça repose donc sur l'équivocité. C'est-à-dire c'est pas juste non digital, c'est que dans notre cerveau, si je vous dis que le mois de juin 2024 est absolument splendide, vous allez tout de suite déclencher une espèce de billard à 3 bandes entre vos capacités d'interprétation, qui sont déjà pas les mêmes, bien entendu, dans la tête de chacun d'entre nous, le contexte, c'est-à-dire ce que vous savez déjà de la situation que nous partageons, plus ce que vous savez du mois de juin 2024, c'est-à-dire sa propension assez importante à essayer d'éteindre la flamme olympique en nous mettant tous sous l'eau, et par ailleurs un nombre assez considérable de tuiles politiques qui nous sont tombées sur la gueule. Et vous allez probablement donc sentir qu'il y a des connotations dans ma phrase et ressentir que peut-être suis-je en train d'utiliser le terme splendide au second degré, c'est-à-dire que vous allez basculer tout de suite dans un registre ironique, ce qui n'est pas possible si je suis dans la communication univoque. C'est-à-dire que le traitement au second degré, le fait de retourner une phrase comme une chaussette en se disant bah tiens, ça probablement qu'il était en train un peu de plaisanter, c'est typique de la communication équivoque. Alors problème assez majeur quand on se tourne, je dirais, vers des versions un petit peu simplifiées des théories de la communication, souvent on nous dit alors le digital c'est le langage, parce que ça le langage ça réfère, ça dénote, ça marche à tous les coups, et puis l'analogique c'est le corps, c'est l'implicite, c'est le mémo-gestuel, c'est le registre des artistes et des fous. Non, je veux dire, c'est pas le registre des artistes et des fous, c'est juste le registre de la communication du quotidien. On voit bien qu'il y a peu de nos messages, lorsque nous les échangeons, qui sont univoques. Et au contraire, dès qu'on est en train de dire simplement c'est chaud, par exemple, une phrase comme c'est chaud, vous pouvez prendre une feuille, vous allez trouver une dizaine de significations possibles différentes, et vous allez trouver la bonne en fonction du contexte, en fonction des qualités d'interprétation que vous avez. Donc la langue naturelle est formidablement équivoque, et vous savez que c'est le carburant numéro 1 de l'expérience du jeu de rôle. Donc le problème pour nous rapprocher, parce que bien entendu pour l'instant je suis en train de brasser des choses très extérieures à notre colloque, le problème c'est que nous avons donc dans les sciences du jeu aujourd'hui beaucoup d'expressions, notamment dans les sciences du jeu anglophones, qui recourent au terme analogue, OG, analogue, OGUE ou analogique, pour parler des jeux qui passent sans machine, et là-dedans on va avoir donc des tas d'exemples. Donc l'excellent bouquin, en plus c'est ça le drame, Tabletop, donc, coordonné par Kostikian et Davidson, dans lequel il y a des tas d'articles qui sont absolument passionnants, mais des articles qui vont parler de jeux de plateau totalement digitaux. Ils n'ont rien d'analogique. Quand vous avez quelqu'un qui vous parle de Rainer Knizia, s'il y a bien un game designer qui est à fond dans le code, c'est Knizia. Quand vous avez des articles sur Pandemic, voilà, si vous avez joué à Pandemic, c'est un jeu qui est totalement digital dans son gameplay. Enfin, ça n'empêche pas de parler de plein de choses quand on joue à Pandemic ou quand on joue à un jeu de Knizia, mais c'est juste que ce ne sont pas des pratiques analogiques. Et vous le trouvez partout. Le site web Analog Games, qui est, vous voyez le sous-titre, Non-Digital Games. Pareil, sur le centre de recherche, pareil, c'est des alliés. C'est ça le souci. Tabletop Role-Playing Games, Live Actions, etc. Non-Digital Play. Toujours cette idée que, par défaut, on va utiliser ce terme analogue dans la qualification des jeux qui ne se déroulent pas sur un écran. Le Analog Game Study, ce que je peux faire circuler, si vous souhaitez vous me pencher dessus, c'est le premier volume. Il y a eu 4 volumes édités en version papier, et puis maintenant tout est disponible en version digitale. Dans l'intro, très programmatique, qui est signée donc, par les 3 coordinateurs de l'ouvrage, on a cet aveu tout à fait clair, le terme analogue n'existe que par comparaison négative avec le digital. Or non, ce que je suis en train de vous expliquer sur la communication analogique, en plus ça vient de chez eux, c'est-à-dire qu'eux ils écrivent depuis les États-Unis,
Et ce que je leur oppose, c'est Bateson, c'est toute l'école ensuite de Palo Alto, hein, toutes les sciences de la communication qui ont été portées par Bateson, Václavic, etc. Grande tradition qui nous explique que le digital et l'analogique, c'est pas juste deux opposés de façon binaire, ce sont des processus de réception des messages qui ne sont pas les mêmes. Alors, deuxième partie, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est dans un traitement analogique, et qu'est-ce qui se passe quand on se rapproche notamment du jeu de rôle. Exemple de partie, joué à ma table, on est en 2022, on s'est emparé bien entendu de Château Falkenstein avec délectation, et nous avons donc un nain qui essaye de passer la sécurité pour s'introduire dans le château de Schönbrunn, donc à Vienne, avec donc cette discussion avec un représentant d'un autre clan nain, les Brise-Montagne. Donc Maître Ragnar n'a pas de temps à consacrer à de nouveaux artisans. En fait, mon propos était de venir admirer le travail que vous faites ici. Si je peux donner un coup de main, très bien, sinon vous êtes un Rousbabine. Les Rousbabines sont un clan qu'on a inventé, et les Rousbabines sont des nains qui travaillent que sur la serrurerie et l'horlogerie. Donc ils ont des tout petits outils, ils ont une approche un petit peu chétive de tout, quoi. Et donc le Rousbabine se reconnaît entre 1000 nains de façon assez immédiate. Et donc le joueur, ça se voit tant que ça, donc ça fait marrer bien entendu les autres, puisque ça fait plusieurs parties qu'à chaque fois on dit « Ah, vous êtes un Rousbabine », comme si c'était une évidence absolument partagée. Un Rousbabine pourrait être utile pour le petit système, là où il faut du... Et donc le Brise-Montagne montre ça avec ses pratiques de nains un petit peu rugueux. L'horlogerie, ouais, voilà. Il faut des trucs, oui, pour le réglage, sinon l'automatisme va se déclencher trop tôt, je parie. Si on règle mal l'injecteur. Ah, c'est ça, je suppose, puisque à chaque fois c'est ça. 9 fois sur 10, c'est l'injecteur. Essayer de faire ça dans un jeu digital, c'est impossible. La plasticité propre au jeu de rôle fait que là, vous avez le meneur qui désigne d'un seul coup un petit dispositif qui n'était pas du tout décrit, mais parce que le joueur est en train d'essayer de s'infiltrer comme ça, et que le meneur manifestement a envie qu'il réussisse. Vous voyez que là, il lui met pas trop de bâtons dans les roues. Il lui donne l'occasion de faire du roleplay et de jouer sur cette tension assez rigolote entre les Brise-Montagne et les Rousbabines. Et comme il est très tard et qu'il faut quand même que tout le monde soit rentré en Schönbrunn, on va quand même pas lui faire 15 tirages de cartes. Hein. Donc on a beaucoup de termes d'une très grande ambiguïté. Les trucs, laissez un mot comme truc dans une règle de jeu, vous allez voir comment l'éditeur réagit. Et puis l'injecteur qui sort de nulle part. C'est-à-dire que là-dessus, on aurait très bien pu avoir une réaction hostile en disant non, pas du tout, pourquoi vous me parlez d'injecteur? C'est-à-dire qu'on est en train de peupler le monde d'objets, parfois de personnages, on peut citer également des PNJ, etc., qui n'étaient pas là dans la seconde précédente. Ce que Coralie, évidemment, appelle l'intercréativité. Donc, le phénomène d'incomplétude, c'est quelque chose qui est apparu, c'est très difficile à noter quand on lit les historiques du jeu de rôle, hein, quand on regarde ce qui s'est passé dans ce groupe de wargamers au milieu des années 70, hein, qui passe petit à petit donc, au jeu d'escarmouche, et puis dans le jeu d'escarmouche, on finit par avoir ce moment, pas exactement facile à dater au niveau éditorial, au niveau expérience de jeu, où d'un seul coup, la règle, je dis d'un seul coup, c'est un peu réducteur, mais la règle ne couvre plus ce qu'on va demander aux gens. Et on sait, ça correspond au sous-titre du colloque, hein, que faites-vous? C'est-à-dire, au lieu de dire, ah, quand c'est ton tour, tu peux faire ça, ce que vous avez dans quasiment toutes les règles de jeu, là, vous avez cette espèce d'ouverture qui donne le vertige, hein, que faites-vous? Et l'engagement un peu dingue de dire, quelle que soit la réponse, on aura quelque chose à répondre, donc la règle sera nécessairement incomplète. Et ça n'est possible que si on est dans de la communication analogique. Et ça va donner une ouverture incroyable, puisqu'on va pouvoir tout faire intervenir, c'est-à-dire le fait de pouvoir pratiquer des échanges verbaux en langue naturelle, le fait de pouvoir travailler sur des dessins, d'utiliser la musique, jouer sur les mimiques autour de la table, utiliser les figurines quand elles le sont. C'est bien entendu, tout ça est facultatif, mais vous voyez qu'à chaque fois, si on prend au sérieux les caractéristiques d'une figurine, au lieu de dire c'est simplement un pion,
avec toute une série de descripteurs mathématiques, eh bien, on rentre dans la communication analogique. Et il va y avoir donc une naissance au sens strict du jeu de rôle à partir du moment où, je dirais, on choisit de jouer à partir de ce que faites-vous, au lieu de se dire on va avoir une règle de simulation qui couvre absolument tous les cas de figure. Et c'est pour ça que c'est un cauchemar à essayer de dater au jour près entre 73 et 74, parce qu'à quel moment ça s'est produit, à quel moment ils ont même découvert qu'ils avaient découvert ça. C'est très mystérieux, en fait, comme expérience. Donc c'est un choix. Je ne dis pas que l'analogique est supérieure au digital. Je suis aussi un dingue de jeux de plateau, un dingue de jeux vidéo, etc. Je dis qu'il y a une richesse dans tous les domaines, mais simplement que quand on découvre qu'une pratique fonctionne dans son gameplay sur de l'analogique, on a découvert quelque chose de très important, et c'est pas quelque chose qu'on va trivialiser en disant que c'est valable dès qu'on pose du matériel ludique sur un plateau. Cette incomplétude de la règle, elle va se répercuter également sur l'incomplétude des scénarios. C'est-à-dire que les scénarios vont obliger constamment à improviser, et bien entendu, incomplétude de l'environnement, puisqu'à partir du moment où je dis que faites-vous, il peut y avoir des opérations avec l'environnement qui n'ont pas été anticipées. On peut aller chercher des fonctionnalités dans l'environnement, on peut aller chercher un niveau de détail dans l'environnement, on peut sortir de ce qui est sur la carte, etc. On peut sortir de tout ce qui avait été prévu, tandis que lorsqu'on fait du game design, on était tout à l'heure dans le labo de Paris 13 avec toute la possibilité de game design que vous avez ici. Quand on veut créer un jeu de plateau au sens traditionnel, eh bien, on va nécessairement viser à la complétude des règles. Alors, ça va, ça passe. On peut aussi dire, mais c'est pas complètement analogique. Et bien entendu, je dis pas que c'est complètement analogique. Je dis que c'est fondamentalement analogique, mais il y a régulièrement des retours et des messages parfaitement digitaux qui sont échangés pendant une partie de jeu de rôle. Quand je dis tu as 10 pièces d'or dans ta poche, quand je dis tu perds 3 points de vie, quand on est en train de lancer un dé, évidemment, le dé, il vous sort un résultat, et vous n'allez pas dire « Ah, bah, c'est peut-être un petit peu autre chose ». Donc là, on revient à quelque chose de complètement digital. Sauf que vous avez probablement tous en tête des règles de jeu dans lesquelles on vous dit bah, une fois que les dés sont lancés, une fois que les dés ou les cartes ont rendu leur verdict, à vous d'interpréter. Trouvez-moi un jeu de simulation au sens traditionnel, il peut être sorti en 2024, je dis traditionnel au sens où il n'a pas de moteur analogique, un jeu dans lequel il y a une libre interprétation d'un tirage, en général, on va dire, c'est que le jeu est mal foutu. Alors, troisième aspect, on n'est plus en 73-74 du côté des Grands Lacs américains, on est plutôt dans ce qui s'est passé ces dernières années. Perso, le jeu sur écran, j'ai découvert ça un peu à mon corps défendant. Pour moi, un jeu de rôle, c'était nécessairement un plat de lasagne sur la table et des copains. Enfin, c'était impossible de me mettre face à un PC et d'envisager. Et puis, je me suis retrouvé à écrire pour Batman, donc avec les éditions Monolith. Et au moment où on a signé Batman, Covid. Donc, tu fais une campagne et tu peux juste pas rassembler tes copains. Donc, tu vas tout tester sur Discord. Tout ce qu'on a écrit sur Batman a été playtesté en distanciel. Et comme beaucoup, j'imagine, dans cette salle, j'ai découvert plein d'effets particuliers de Discord des autres plateformes. On va pas jeter des plateformes différentes à la figure. Elles ont fondamentalement des effets très intéressants à étudier. Mais à chaque fois, on constate que rien ne fait obstacle à la communication analogique lorsqu'on est en train de jouer en distanciel. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure, je vous mets au défi de me dire si ça a été fait autour de ma table, enfin je vous l'ai un peu dit, mais ou si ça a été fait en distanciel. On n'a pas de traces. On pourrait, bien entendu, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important, je dis que fondamentalement, ce qui se passe lorsqu'on reçoit les messages reste analogique, même
si on passe sa soirée dans son fauteuil face à un écran avec les petites représentations de nos différents partenaires de jeu. Ce qui n'est pas le cas quand on est en train de jouer en ligne à, par exemple, un jeu de rôle massivement multijoueur, un Meuporg. Et bien entendu, si je joue à un Meuporg, je vais avoir de la communication analogique en permanence si je suis micro-casque, mais ça n'a pas d'impact sur le système de simulation puisque c'est la bécane qui gère. Et c'est ça le plus important. C'est-à-dire que le trait commun qu'il y a, si vraiment on veut se réconcilier avec tous les collègues qui bossent sur le terme analogue. Il n'y a que moi qui me suis embrouillé, hein, vous pouvez tout à fait être... il n'y a que moi qui cherche les embrouilles en fait, dans cette communication. Mais en fait, ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression qu'ils se trompent de combat. C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir si c'est analogique et digital, la question est de savoir qui administre. En fait, moi je serais complètement d'accord avec le rapprochement qu'ils font entre les jeux de plateau, le GN, le jeu de cartes, le jeu de rôle sur table, etc. Au sens où ce que ces jeux ont en commun, c'est pas qu'ils sont digitaux ou non digitaux, c'est qu'ils sont opérés par des humains. Et qu'à partir du moment où c'est une machine qui administre le jeu, c'est juste plus du tout le même rapport à la règle, c'est juste plus du tout le même type d'expérience. Et là-dessus, on a quelque chose de très clair à trancher, de très facile à trancher, mais qui n'est pas de l'ordre de l'opposition entre l'analogique et le digital. Donc moi, si on me dit demain, on a des labos qui travaillent sur des jeux opérés par des humains et d'autres labos qui travaillent sur des jeux opérés par des machines, j'ai le sentiment que la coupure est plus saine au niveau des dichotomies intellectuelles que ça va revêtir, que derrière, on a un fond de discussion qui est fondamentalement assaini. Qu'est-ce qui est venu derrière le jeu de rôle? On sait, il y a eu beaucoup de jeux qui se sont inspirés de l'expérience des rôlistes et notamment à chaque fois qu'on a des interviews de designers, ils vont dire « Ah bah j'ai toujours été rôliste, mais je voulais recréer ça pour des gens qui n'étaient pas prêts, pour des gens qui n'avaient pas l'habitude, qui n'avaient pas cette expérience de la partie de 5-6 heures. Et donc on a plein de formats qui sont nés. En fait, l'une des manières de reconnaître si des jeux font réellement intervenir de la communication analogique dans leur gameplay, le bon test, à mon avis, c'est comment peut se faire le portage sur une machine. Vous prenez un exemple tout bête, vous prenez le livre dont vous êtes le héros, on en a écrit plusieurs avec plusieurs camarades ces dernières années. Hein. On a fait une gamme qui s'appelle Iron Castle sur des jeux à reconnaissance vocale. En termes de codage, c'est hyper facile. Enfin, si moi j'y arrive, alors que je suis sociologue, c'est vraiment que c'est très facile. Hein. C'est-à-dire que il y a du langage naturel partout, mais au moment où on te demande de prendre une décision, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu fais le choix A, B, C, et donc c'est complètement digital parce que le choix, le moteur du jeu, correspond à un message égal une signification. À l'opposé, vous prenez toute une palette de story games, hein, essayez juste d'automatiser le fonctionnement d'un jeu comme il était une fois, là c'est super compliqué. Vous prenez Polar Base de notre camarade, vous prenez Microscope, Fiasco for the Queen, vous allez voir Sébastien Sellerin dehors avec tous les jeux narratifs, etc. Essayez de mettre ça sur un ordinateur, c'est un enfer parce que ce n'est que de l'analogique. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que ces jeux sont supérieurs. Ça veut dire que simplement, dans leur gameplay, ils sont fondamentalement différents de ce qui est proposé avec un fonctionnement digital. Je vous rappelle, hein, quand je parle de communication dans le jeu, je parle de communication proprement ludique. Et évitons de confondre, parce qu'il y a toujours « Ah, mais les gens parlent quand ils jouent ». Oui, mais c'est très souvent de la communication paraludique. Donc la communication ludique, c'est le fait qu'on échange des messages pour faire avancer la partie. Si je vous dis E2, E4, qu'on est en train de jouer aux échecs en aveugle, je fais avancer la partie.
Si je vous dis qu'est-ce que tu as fait ce week-end, parce qu'on est en train de jouer aux échecs, c'est du paraludique. Donc pour conclure, la particularité, ce qui me semble être le propre du jeu de rôle sur table au fil de ces 50 années d'évolution, de reconfiguration, de transformation, c'est que en termes de game design, le choix qui est fait, c'est de se dire on va rendre tout possible à travers le que faites-vous, avec assez de règles. Alors j'avais envie de dire juste assez de règles, mais en fait parfois on en met un peu plus. C'est-à-dire les jeux avec système de simulation minimal ne sont pas nécessairement les plus nombreux, donc parfois on rajoute pas mal de règles, mais en tout cas l'idée c'est d'avoir assez de règles pour que on puisse codifier, on puisse revenir à du digital lorsqu'il y a besoin d'arbitrer, pour éviter d'avoir des catégories complètement cheatées, pour éviter d'avoir des différences de traitement entre les PJ, etc. Pour que ce soit simulable, c'est-à-dire qu'on puisse se dire, bon bah là, on est sur une action un petit peu bizarre, mais voilà comment ça va se résoudre, parce qu'on va bidouiller un morceau de règle de telle ou telle manière, et puis que ce soit générateur de tension. C'est-à-dire l'intérêt de mathématiser une règle aussi, c'est que tout ne soit pas horriblement difficile ou désespérément facile, être dans une logique de flow, pour utiliser le terme un peu générique sur cet aspect-là. Donc, si on arrive à arbitrer, si on arrive à simuler, si on arrive à maintenir un niveau correct de difficulté, bah, c'est qu'on a en général un game design du système de simulation qui est correct. Et donc, quand on participe à une session, qu'on soit joueur ou qu'on soit meneur, la particularité, c'est qu'on va manipuler ce que je propose d'appeler des mécaniques interprétatives, c'est-à-dire la mécanique de jeu en général, dans un jeu de plateau traditionnel, ne fait pas intervenir d'interprétation. C'est pour ça qu'elle met tout le monde d'accord, et c'est pour ça que les restes d'analogiques sont systématiquement éliminés. À l'opposé, dans un jeu de rôle sur table, eh bien, on choisit d'avoir des mécaniques qui essayent d'avoir prise sur de la communication analogique, sur des actions beaucoup plus larges, et donc ça crée toujours des articulations qui sont problématiques, ça crée toujours un risque de conflit autour de la table, ça crée toujours du grincement, et étrangement, c'est quelque chose de kiffant. C'est-à-dire que passer 4 heures à jouer à un combat avec des gens qui regardent en disant mais c'est long, c'est interminable votre truc, et tout le monde qui est autour de la table qui trouve ça génial, et les gens qui sont à l'extérieur qui disent mais barrez-vous, arrêtez de gérer ce truc-là qui au cinéma aurait duré 35 secondes, eh bien on s'aperçoit que gérer ces mécaniques interprétatives, c'est en effet une compétence, c'est quelque chose donc, qui se travaille, qui se développe, dans lequel on est plus ou moins doué, on n'est pas tous équipés pareil, et c'est un plaisir, c'est en substance la manière dont j'essaye d'expliquer le jeu de rôle aux gens qui n'en ont jamais fait, c'est que c'est un jeu qui ne s'explique pas par des histoires de compensation psychologique, etc. Ça s'explique comme n'importe quel autre jeu, par l'exercice de compétences. Voilà, je vous remercie. Je remercie également en général tous les éditrices, tous les éditeurs qui continuent de faire bosser des illustratrices, des illustrateurs, c'est très important. J'espère que vous avez savouré les illustrations donc d'Anthony Boursier et de Mathilde Marlot. Et je vous donne les appuis bibliographiques donc, par lesquels je suis passé certains un peu rapidement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prendre des questions. Merci beaucoup pour, ne serait-ce que le point de vue terminologique qui est toujours très satisfaisant d'avoir la justification terminologique derrière. Voilà. Sur l'interprétation des règles, un truc que plus ou moins tous les groupes vont faire ou ont fait à un moment ou alors sont dans le déni d'avoir fait, c'est justement interpréter les règles, faire alors ce que les anglophones appellent le homebrew, où on bidouille le système petit à petit, puis au final on arrive à un truc qui n'a plus rien à voir, et c'est Donjons & Dragons 3.5. Mais
un truc la différence vraiment qu'on va voir du coup entre digital et analogique dans ce sens-là, c'est Baldur's Gate 3, qui est extrêmement basé sur Donjons et Dragons 5e édition, bidouillé par l'Ariane, sauf qu'on ne peut pas rebidouiller le bidouillage, à moins de le modder, mais là on sort du cadre prévu, et pour un jeu qui simule uniquement le jeu de rôle, avec des vrais faux lancers de dés, il y a un vrai générateur aléatoire, mais c'est pas vraiment le dé, on a le homebrew, mais on l'a pas. Et c'est vraiment là où on voit la limite, finalement la distinction, c'est que on ne peut pas recontinuer à discuter les règles qui ont déjà pourtant été discutées, notamment au niveau du rôdeur, qui a un avoir et qui est jouable. Oui, tout à fait. C'est ce qui est intéressant aussi dans le dialogue qui s'est lancé dès les premiers temps, dès les années 70. Il y a du dialogue entre les pionniers de l'industrie du jeu vidéo et le monde du jeu de rôle. C'est que à partir du moment où tu développes du jeu de rôle en format digital, il faut arriver à consolider ce qui est toujours de l'ordre de la bidouille. Alors ça, quand je dis bidouille, c'est bien entendu pas péjoratif, et c'est pas nécessairement lié à des groupes qui seraient dans une optique militante, de faire du homebrew pour le homebrew. C'est simplement qu'on a plein de situations qui se présentent. C'est vraiment, si vous n'en avez pas rencontré, il faut juste jouer plus longtemps. C'est juste une question d'heure, ça va vous tomber dessus. Typiquement, on est sur du combat standard, et puis il y en a un qui dit moi, on est dans une arène, je prends du sable dans mon bouclier et je l'envoie à la face de l'adversaire. Attends, tu prends n'importe quel jeu, il n'y a pas une table qui dit ce qui se passe quand on envoie du sable à la figure de l'adversaire. C'est juste pas prévu. Donc, comment on va simuler ça? On ne va pas lui dire ça marche, on ne va pas lui dire ça marche pas. Si c'est une décision arbitraire du meneur, ça paraît complètement absurde d'utiliser par ailleurs des règles de simulation. Donc, il va falloir se dire quelle est la carac qui correspond à ça. C'est en cela que je dis on bidouille. Et après, l'une des frustrations de nombreux rôlistes lorsqu'ils sont face à du jeu vidéo, c'est de se dire bon là, ils ont fait tel choix. Le choix, je ne le remets pas nécessairement en cause parce que, bien entendu, les gens de chez l'Ariane sont des grands professionnels et ils ne sont pas où ils sont par accident. Ce sont d'énormes personnages dans le monde du game design, mais simplement, dans telle situation, on a tout de suite une fibre rôliste qui dit non, là par exemple, moi j'aurais joué un effet de fatigue. Parce que ce combat-là, ça fait le 6e d'affilée et vous n'avez pas de règle de fatigue sur celui-ci. Mais quand on est rôliste, moi j'ai tendance à voir ça partout. Moi, une partie d'échecs où je bouge 6 fois la tour, je me dis, non, la tour elle a besoin de se reposer. C'est couillon, mais on introduit des aspects de simulation dans des contextes où ils n'ont pas lieu d'être, mais parce que ça devient une seconde nature en fait de réfléchir à ces accrochages. Oui, bonjour, merci beaucoup, c'était fascinant. J'ai beaucoup aimé cette présentation. J'ai des remarques, c'est pas des remarques, c'est des questions de clarification sur qu'est-ce que tu entends par gameplay et comment ça s'articule avec cette notion d'analogique. Donc moi je viens plutôt des sciences du langage. Et ce que tu appelles analogique, nous on appelle ça langage naturel. Et ce que tu appelles digital, on appelle ça langage formel. Est-ce que déjà tu serais à peu près accordé avec ça? Ok. Donc du coup, dans ce que tu dis, j'ai l'impression que la notion de simulation déjà, elle est centrale pour le jeu de rôle. Enfin, tu l'as pas explicité. Mais pour toi, vraiment, la simulation, c'est central. Et que du coup, on va utiliser des ressources analogiques alors, c'est comme ça que moi je comprends ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, notre objectif quand on est rôliste, c'est qu'on a cet objectif de simuler, et en fait, on veut simuler de manière ouverte, au sens linguistique. Et donc, pour ça, on est obligé de passer par les ressources du langage naturel ou des ressources analogiques, parce que c'est justement celles qui sont incomplètes, ce qui est une bonne propriété, puisqu'elles vont nous permettre de justement aller vers des choses qui sont non prescrites par le système digital qui, lui, imposerait une équivalence 1-1 signe-sens. Ma question, alors,
l'exemple moi qui m'a questionné, c'est celui des livres dont vous êtes le héros, où j'ai l'impression que du point de vue de la réception du joueur, il y a tout à fait un gameplay analogique, mais pas du point de vue de sa production. Alors, j'aimerais bien t'entendre, c'est-à-dire que, en fait, pour moi, le choix de la page du livre dont vous êtes le héros, on peut dire que ça fait partie du gameplay. Mais en fait, je trouve que c'est pas comment dire, saisir en fait l'intérêt de ce type. Alors, on peut parler en jeu vidéo aussi, un dialogue d'un personnage. En fait, on l'interprète. Et en fait, dans la réception, il y a du gameplay. Et en fait, c'est tout l'intérêt de ce type de gameplay, c'est que ce qui va être lu ou entendu de la part du joueur, va justement pas du tout être quelque chose de digital en fait. Est totalement analogique et c'est l'intérêt pur. Après, évidemment, je vais faire un choix entre plusieurs pages ou plusieurs options de dialogue et ça, on revient dans le digital. Mais dans quelle mesure est-ce que tu serais prêt? Alors, c'est pas une question de définition, mais il y a un aspect rôliste quand même à ce genre de pratique. Donc voilà, donc si je résume mon interrogation, c'est petit 1, est-ce que la simulation, c'est vraiment ce qui est au cœur du jeu de rôle pour toi et que ça passe avant l'usage analogique? Si on avait un langage digital suffisamment complet pour pouvoir prédire toutes les opérations, est-ce qu'on pourrait dire encore que c'est du jeu de rôle? Si on avait les ressources avec ce langage digital-là imaginaire d'avoir une complétude, quoi, petit 1. Et petit 2, est-ce qu'on peut considérer les livres dont vous êtes le héros comme une pratique, on va dire, à moitié rôliste, puisqu'uniquement dans la réception et pas dans la production? Alors, j'ai envie de dire oui, mais je vais détailler un peu. Merci déjà parce que tu as parfaitement reformulé en sciences du langage ce que j'ai présenté à partir de ce terme analogue dont je disais, moi je l'ai un peu lâché dans la nature du fait de ma formation, Betson-Vaslavic, etc. J'étais un peu biberonné de ça. Mais en effet, langage naturel, langage formel, c'est le même type de distinction qui est à l'œuvre. Alors, la simulation est un moyen de l'expérience du jeu. C'est-à-dire que je pense que personne ne se met autour de la table juste pour dire « Ok, aujourd'hui, on va voir comment fonctionnent les règles ». Non, on vient pour vivre une aventure, une enquête, une négociation, quelque chose. Ouais. La simulation, c'est, à mon sens, la manière de faire produire voilà, c'est la machine, c'est le moteur qui va faire l'interface entre ce qu'on est en train de décrire dans le propos narratif et les résultats mathématiques, par exemple, que ça va sortir quand on est dans une situation de combat. Oui, tout à fait. Ah oui. C'est-à-dire qu'on peut avoir des simulateurs qui ont une vocation complètement documentaire, des simulateurs physiques, économiques, etc. Mais là, la particularité, c'est qu'on a des simulateurs qui sont orientés vers la simulation d'un monde de fiction. Et donc, on va simuler de la magie, on va simuler des tas de phénomènes dont on n'a aucune trace physique dans notre monde. Ce qui suppose d'assumer des choix. On va simuler des styles littéraires. Je pense à un exemple qu'Olivier Legrand prenait dans une autre communication, où il disait l'arc, si on est chez Tolkien, c'est ce qui change l'histoire. L'arc, si on est chez Howard, c'est l'apéritif. Les archers, ils commencent par faire des guignols, et puis après, on a des épées qui arrivent, et on commence à faire des choses sérieuses. Donc, simuler un tir à l'arc, suivant qu'on veut simuler du Conan ou simuler du Seigneur des Anneaux, ça va pas être les mêmes choix. Mais pour moi, la simulation, c'est l'utilisation, en effet, de systèmes logico-mathématiques au service de la fiction, au service de la narration. Et après, je peux faire un playtest. En effet, quand je dis on ne se réunit pas pour tester un système de simulation, bah si, en fait, quand on fait des playtests, on est là pour ça, mais on est là, dans un premier temps, pour s'assurer que ça tourne bien, afin que les joueuses et les joueurs à la sortie puissent profiter de leurs aventures et pas simplement de la qualité du moteur de jeu. Sur le livre dont vous êtes le héros, alors, c'est vrai que pour en avoir écrit deux, vraiment au format roman, donc, alors ça a tellement mal fonctionné que je peux en faire la pub, parce que c'est déjà mort et enterré, mais donc je vous recommande Iron Castle, donc l'appli qu'on a développée il y a 2 ans maintenant, qui propose
des aventures type livre dont vous êtes le héros, avec reconnaissance vocale. Il y a un petit proto de 15 minutes qui est disponible sur l'appli. Ça vous permet gratos de voir comment ça fonctionne. On est exactement sur cette tension. C'est-à-dire qu'on écrit de façon, de la façon la plus immersive, la plus engageante, la plus tensive. Enfin, on essaie de faire notre job de scénariste. Et donc j'en ai signé 2, Nicolas Texier en a signé un, on a un des auteurs des Détectives Conseils qui a signé un Sherlock qui est une tuerie. Enfin, on a des belles œuvres dans cette petite collection. Et le drame, c'est qu'on arrive à la fin à « Que fais-tu ?» avec A, B, C. Alors en termes de reconnaissance vocale, c'est kiffant. Tous les gens qui ont essayé ça n'a pas du tout marché pour des tas de raisons qui m'échappent, mais le système fonctionne bien, et en général, l'expérience du livre dont vous êtes le héros est très satisfaisante, et en même temps terrible quand on est rôliste, parce que le fait d'un seul coup d'avoir le « que fais-tu » et que ce soit une question à choix multiples, ou que ce soit une question ouverte à laquelle je peux répondre justement en langue naturelle, a un côté très, très frustrant. Parce que, bien entendu, on me propose ABC, j'ai tout de suite envie de proposer D avec mes propres mots. Je suis rôliste. Donc, il y a un retour d'un seul coup, et c'est pour ça que je dis le moment du portage informatique est un vrai test pour savoir si le gameplay, je reviens au tout début de ta question, si le gameplay, c'est-à-dire le moment où les joueuses et les joueurs interagissent avec le moteur de jeu, est analogique et digital. Et c'est pour ça que le gameplay en livre dont vous êtes le héros est complètement digital. C'est-à-dire c'est option A, paragraphe 62. Et donc vraiment un message, une signification, même si après le paragraphe 62 est littéraire, immersif, poétique et tout ce que tu veux. Mais de fait, quand on est en train de construire un livre dont vous êtes le héros, on construit un graph set, quoi. On construit une bécane logique à laquelle on essaie ensuite de donner de la chair, quoi. Bonjour, merci pour votre présentation. Un peu dur de passer après cette question et cette si longue réponse. J'ai l'impression que tu opposes du coup fortement, d'une façon dichotomique, ce qui est analogique et ce qui est digital. Après, tu me corriges si j'ai pas bien compris. Mais j'aimerais te demander si tu connais le jeu de société J'ai adopté un gnou. C'est en fait un jeu de société où on jette des dés, et sur les faces du dé, il y a des petites phrases qui suivent le schéma, la courbe de Freytag, je ne sais pas si tu connais. Et en fait, du coup, ça permet aux joueurs de raconter une histoire de façon facilitée, entre guillemets. Et il y a des rebondissements, les joueurs autour de la table peuvent lancer un autre dé et intervenir et faire changer l'histoire, etc. Et du coup, j'ai l'impression que ce jeu, il casse un petit peu cette dichotomie, parce qu'il y a à la fois des règles qui vont compartimenter et créer à certains endroits des marges d'incertitude, un petit peu où justement en fait le joueur a l'espace de créer un petit peu ton exemple du nain, un endroit où c'est juste lui qui gère et qui va rebondir et les autres joueurs vont pouvoir rebondir, mais il y a quand même une partie du jeu qui est digitale où en fait on va suivre cette courbe narratologique qui va monter puis redescendre et finir. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, en général, ce qu'on appelle les story games, alors celui-là je ne l'ai pas pratiqué, donc je fais une réponse un peu en mode bluff, ce qu'on appelle les story games fonctionne par aller-retour entre des moments où on donne en effet beaucoup de liberté à de la communication analogique et des retours, ce qu'on a dans Fiasco par exemple aussi, quand on relance d'un seul coup la main de dés et qu'on bascule les dés à différents endroits, on va réintroduire du digital. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les gens ont souvent besoin, le fameux « je manque d'imagination », ont souvent besoin de moments
où on les reprend en main. On dit, bah voilà, maintenant, voilà ce qui va se changer, voilà ce qui va se compliquer, voilà, ça s'est tiré sur une table, et voilà ce qui va survenir. Autre aspect, le hasard introduit via le jet de dés une vraie tension narrative, des véritables éléments inattendus. Et puis, ça permet aussi, souvent, encore une fois, je ne connais pas l'exemple sur lequel tu t'appuies, mais souvent le passage de nouveau par des moteurs digitaux, par des phases comme ça où tu vas lancer les dés, tirer des cartes, ça a aussi le mérite de rebattre les tours de parole et d'amener des personnes qui sont un peu moins à l'aise avec la narration à prendre la parole. L'un des problèmes, si vous avez un peu l'habitude des story games, c'est que souvent il y a 2 rôlistes autour de la table qui vont faire tout le truc et les 3 autres à côté qui comptent les points, quoi. Donc ça, si un story game est bien fichu, il permet aussi aux personnes qui sont un peu moins détartrées sur l'improvisation narrative de jouer un tout petit peu leur partition. Ça égalise pas, hein, mais au moins ça permet de relancer un petit peu les choses. Mais c'est d'une richesse inouïe, les story games, hein. J'ai fait d'autres communications plus sur ce sujet-là. Simplement, la difficulté, c'est qu'il n'y a aucune harmonisation entre les story games. À chaque fois, on est sur des propositions ludiques incroyablement complexes, enfin pas nécessairement complexes, mais incroyablement riches. Ça suppose à chaque fois de faire le terrain. Un des plus fabuleux pour moi, c'est Microscope, justement parce que il a cette possibilité de création narrative à l'infini, et sans suivre nécessairement le fil narratif. C'est-à-dire qu'on peut très bien repartir vers le passé et zoomer sur les parties qui nous intéressent à tout moment. Et donc, Microscope est quelque chose que je recommande. La limite de ces story games en général, c'est est-ce qu'on s'amuse encore ? C'est-à-dire que souvent, quand on termine certains story games, les gens disent « Waouh, on a fait un brainstorm de dingue, on a créé une super Bible, on pourrait faire 5 albums de BD, etc. Par contre, c'était pas fun. » Donc, c'est aussi un équilibre intéressant à aller chercher dans ces pratiques-là. Et on est sur des pratiques qui sont de ce que j'ai appelé les secondes cordes, et c'est un peu méprisant. Mais bon, l'image de la grimpeuse était tellement bien. Donc voilà, ce sont des pratiques qui n'auraient, je pense, pas été possibles sans le succès énorme du jeu de rôle dans les années 70. Tout ça découle un petit peu de ce qui nous rassemble aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup.